L'information sur Camnews 24 TV en direct de Garoua. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous vous proposons les faits qui façonnent notre quotidien et secouent l'actualité du pays et au-delà des frontières. Au menu du 20h, affaire Martinez-Zogo. Le procès de l'assassinat du journaliste prend une intensité dramatique au tribunal militaire de Yaoundé. Ce 1er septembre, de nouveaux témoignages glaçants ont révélé des détails troublants sur la scène du crime et l'état de la dépouille. À suivre dans ce journal, un dossier qui promet de nouvelles révélations et émotions fortes. À Miskin, dans l'arrondissement de Maroua 1er, des populations en colère ont déchiré et brûlé des effigies du RDPC. 2 jours plus tard, le préfet du Diamaré a condamné ces actes hors la loi et annoncé des poursuites contre leurs auteurs. Cette scène relance le débat sur les tensions politiques locales et l'expression populaire à la veille du présidentiel. À l'Agdo, la finale du Gouna Challenge Football 2021 a Sacré Royal FC et scellé l'union entre sport, solidarité et fraternité. Une finale inoubliable où football rime avec espoir et solidarité. Nous en parlerons dans ce 20h. Voilà, mesdames, messieurs, pour le sommaire. Je vous dis tout et tout de suite. Présidentielle 2021, à l'heure où le Cameroun s'avance vers un scrutin décisif pour l'avenir de la magistrature suprême, Elections Cameroun, les médias explorent les voies d'une collaboration renforcée entre préoccupations légitimes sur la transparence du processus et rappel du droit fondamental des citoyens à une information claire. Les échanges mettent en lumière l'importance d'un partenariat stratégique entre organes électoraux et presse nationale. Delphine Fonkouteni et Koskan Kamga. Cameroun entre peu à peu dans l'odeur des urnes et déjà, les premiers effluves de café s'invitent au menu de la présidentielle 2025. Autour de la table, journalistes et responsables d'Elections Cameroun. Les uns pour poser des inquiétudes, les autres pour lever le voile sur les zones d'ombre. Entre droit des citoyens à être informés et responsabilité de ne pas déformer les faits, chacun mesure la délicatesse de la tâche. Il faut absolument éviter la rumeur, il faut absolument éviter de prêter le flanc aux tentatives de manipulation et c'est pour ça que les journalistes effectivement doivent pouvoir avoir ce type de session. Le processus électoral met en toile de fond des journalistes qui sont porte-parole des formations politiques. Vous avez également des journalistes qui sont communicants des autres formations politiques. Est-ce qu'aujourd'hui nous aurons la capacité à nous autodéterminer de manière à être impartial, objectif et donc neutre? Il faut avoir l'amour du Cameroun pour savoir ce qu'on a à dire. Est-ce que c'est bien pour le public? Est-ce que c'est bien pour le Cameroun? Une information qui n'est pas juste peut être à la source de troubles sociaux, peut être à la source de désagrégation sociale. Et donc il est important que le journaliste sache l'enjeu et les jeux des acteurs, mais également les acteurs eux-mêmes, évidemment. Au-dessus de tout, il faut qu'ils sachent les règles du jeu. La rencontre est baptisée Café Elekam Média. L'idée ici est celle d'un dialogue franc. Elekam tend la main aux médias, convaincu que la transparence électorale passe aussi par une bonne information claire, fiable et accessible. Une initiative saluée à juste titre. Très belle, mais alors très belle initiative du directeur général des élections d'avoir convié les journalistes à cette première édition. Dans le cadre de ce processus, nous allons beaucoup interagir avec Elekam et des sessions comme celle-ci sont essentielles pour se familiariser les uns aux autres, les impératifs des uns et les impératifs des autres, afin le moment venu de couvrir de la manière la plus optimale possible le processus en cours. Au sortir de cette première gorgée de dialogue, une certitude demeure. La démocratie se nourrit autant des urnes que des mots. Entre vérité et responsabilité, le Café Elekam Média entend rester une table ouverte jusqu'à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Régional 2021, le décret présidentiel convoquant les collèges électoraux pour le 30 décembre prochain a immédiatement suscité un flot de réactions. Tandis que certains saluent le respect du calendrier républicain, d'autres au cœur de la capitale insistent déjà sur la nécessité d'un strict respect des délais et d'une organisation transparente. Suivons Agnès.
Le Cameroun tiendra ses deuxièmes élections régionales le 30 novembre 2025. Selon un décret du chef de l'État signé lundi 1er septembre, l'Assemblée régionale du Sud-Ouest salue le respect des délais. Nous ne sommes pas étonnés parce que lors de son discours de fin d'année, le 31 décembre, le chef de l'État avait promis aux populations qu'il y aura des élections cette année. Donc nous sommes très contents. Les 5 premières années auront été marquées par une phase de mise en route progressive avec des avancées notables. La région de l'Ouest attendait cette convocation des collèges électoraux avec enthousiasme. On a commencé avec la décentralisation, surtout au niveau de la dernière étape qui était celle des régions, la mise en place des régions, qui est effective et de façon progressive, les compétences sont en train d'être transférées. Une initiative de paix et de développement. Nous avons fait autant que faire se peut, tout pour d'abord essayer de ramener la paix dans la région, reconstruire les écoles détruites, de même que les centres de santé et j'en passe. La deuxième mandature des conseils régionaux est ainsi annoncée comme une phase de consolidation et de renforcement de la décentralisation au Cameroun. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur CamNews 24 en direct de Garoua. Nous vous l'avions annoncé en ouverture de ce journal. Affaire Martinez-Zogo, le procès autour de l'assassinat du journaliste a pris une tournure plus lourde ce 1er septembre au tribunal militaire à Yaoundé. À la barre, 2 nouveaux témoins de l'accusation ont livré des récits glaçants, apportant des précisions sur la scène du crime et sur l'état de la dépouille du journaliste au moment de sa découverte. Des témoignages qui renforcent la gravité d'une affaire déjà au cœur d'une vive émotion nationale. Retrouvons Joël Essengue et Guy Zogo. Plus d'un an après le début du procès relatif à l'affaire Martinez-Zogo, en mars 2024, l'audience de ce 1er septembre s'avère être la plus longue de cette affaire. 45 témoins ont été appelés par le ministère public pour cette affaire. Le tout premier, Jean-Léonard Ekoto, c'est celui-là même qui avait découvert le corps de Martinez-Zogo le 21 janvier 2023. Jean-Léonard Ekoto a donc été soumis à l'examination in chief, à la cross-examination et à la re-examination. On retiendra parmi les temps forts le fait qu'il a indiqué qu'il avait trouvé la dépouille de Martinez-Zogo nue, jetée au fond d'une carrière. Il a également expliqué, lorsque les avocats l'ont acculé, doutant parfois de son niveau intellectuel et même de ses goûts, notamment c'est un fumeur, et on lui a posé la question si au-delà de la cigarette, il ne lui arrivait pas de consommer autre chose. Il est resté imperturbable, Jean-Léonard Ekoto, en affirmant simplement qu'il avait vu un corps nu et qu'il avait pris peur avant de quitter immédiatement les lieux. Mais souvent, il a même fait montre de repartie en disant, par exemple, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait dit que le corps avait été béné, il a simplement dit qu'il a utilisé de la gromologie, Monsieur le Président. C'était de la gromologie. En fait, je voulais dire jeter. Après Jean-Léonard Ekoto, c'est donc Godefroy Nkodo, le chef de 3e degré du village Ebogo, qui est donc passé devant le tribunal aussi comme témoin pour cette examination in chief. Parmi les autres temps forts de cette audience, c'est la demande de maître Claude Assira pour que le procès se tienne à huis clos. Et c'est donc pour un jugement avant dit droit que le tribunal a opté en rejetant la demande de maître Claude Assira. Devant le tribunal militaire, pour Equinox Télévision, Joël Essengue, Guy Zogo. Direction à l'extrême nord Cameroun, drame au mont Zogok, la disparition tragique d'Adam Aladi Mahamat, chef par intérim de l'immigration dans l'extrême nord, a bouleversé Maroua. Retrouvé mort dans des circonstances encore floues, cet événement secoue la ville et alimente de vives conversations au sein de la population. Reportage Junior Hossein et Aminou Aliou. Au tragique du commissaire Adam Aladi Mahamat, chef par intérim de l'immigration dans la région de l'extrême nord. L'homme en tenue est retrouvé sans vie au mont Zogok dans la ville de Maroua. Personnellement, c'est un endroit où je faisais du sport il y a quelques années, mais depuis au moins 2 ans, j'ai connu par exemple une amie personnellement qui a été agressée là-bas. Selon certaines sources, le commissaire aurait été poignardé ce week-end alors qu'il effectuait son sport très
très tôt le matin. Il semblerait que aussi il a été attaqué par des individus non déterminés. Mais il y a certaines personnes qui pensent qu'il a été renversé sur la montagne. Mais il y a un certain de nous mères là-bas qui cassent les cailloux là-bas. Là. Donc c'est ça elle a reconnu le commissaire là-bas. C'est comme ça que nous on a appris ça. On est allé ramasser son corps à la montagne. La dépouille est partie de Maga pour Logon et Charé. Les autorités ont ouvert une enquête afin de faire la lumière sur cette affaire qui met à jour l'insécurité sur la montagne Zogok dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Restons toujours à l'extrême nord Cameroun. Cette fois-ci, parlons profanation politique. Des effigies du RDPC ont été déchirées puis brûlées par des populations en furie à la chefferie de Miskine dans l'arrondissement de Maroua 1er. Face à cet acte de défiance, le préfet du Diamaré a réagi 2 jours plus tard, condamnant fermement ces débordements et annonçant des poursuites contre les auteurs. Retour sur les faits avec Kevin Thiego. Ces événements se déroulent à l'esplanade de la chefferie de 2e degré du Lamida de Miskine dans l'arrondissement de Maroua 1er. Les effigies du RDPC sont déchirées puis brûlées par des populations ivres de colère. Dans un communiqué signé le 29 août 2025, soit 2 jours après l'incident, Jean-Marc Ekoabaga, préfet du Diamaré, promet de sévir contre les auteurs de ces actes. Des gamins visiblement sous l'effet des drogues et instrumentalisés par les acteurs politiques véreux en quête de visibilité qui ont tenté de perturber la visite de travail des membres du gouvernement. Peut-on lire? L'autorité menace d'interdire de séjour toute personne dont les actes sont susceptibles de nuire au bon ordre et à déstabiliser la paix sociale dans sa circonscription administrative. Une mise en garde sévère qui passe mal dans la classe politique et au sein de la société civile. Ce qui se passe ou ce qui s'est passé à Miskine, c'est l'expression, c'est presque tous les Camerounais qui s'y reconnaissent. Donc, il ne faudrait pas que les gens essaient de justifier ce qui s'est passé à Miskine pour dire qu'il y a eu manipulation ou des acteurs politiques ont instrumentalisé les populations. Non. Pour ces derniers, ces actes sont l'expression d'un malaise généralisé des populations qui semblent avoir perdu tout espoir au régime en place depuis plus de 4 décennies. Aussi que Miskine, c'était une bastion du RDPC. Pendant des années, les populations de Miskine ne votent que le RDPC. Donc, c'était un ras-le-bol populaire. Passer des années à voter le RDPC avec des promesses qui n'ont jamais été abouties, Une idée ou une opinion contraire. Yaya Bello, homme politique relativiste, y appelle à un fair play politique en cette période cruciale de la vie de la nation. Ou le leader politique de son choix. Maintenant, dans un contexte d'ouverture démocratique, il y a le fair play. Il faut respecter l'autre parce qu'il ne pense pas comme nous. Aux autorités administratives, je pense qu'il est intéressant de continuer d'encadrer les populations et même les acteurs politiques pour qu'il n'y ait pas de dérives en cette période de pré-campagne électorale. La visite du ministre des Finances annoncée, mais finalement avortée, est donc venue exacerber les tensions dans cette localité autrefois acquise au parti au pouvoir, désormais gagnée par la contestation. International, Donald Trump, après une semaine loin des projecteurs, l'ancien président américain refait surface et dissipe les spéculations enflammées sur sa santé. Entre rumeurs virales amplifiées par les réseaux sociaux et silence prudent des grands médias, son retour met en lumière la mécanique redoutable des perceptions et des interprétations dans l'arène politique américaine. Reportage. Faux avis de décès, photos de Donald Trump dans un cercueil ou d'ambulance à la Maison-Blanche. En quelques jours, la rumeur de la mort du président américain s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, dans des posts qui ont fait plus de 35 millions de vues. Les internautes se basent sur l'absence d'apparition publique de Donald Trump pendant près d'une semaine. Mais ce mercredi, le principal intéressé s'est empressé de démentir à sa façon.
La semaine dernière, j'ai fait plusieurs conférences de presse qui se sont très bien passées, tout comme celle-ci se passe très bien. Je n'en ai pas fait pendant 2 jours et j'entends, il y a quelque chose qui cloche chez lui. Biden n'en faisait pas pendant des mois, on ne le voyait plus et personne ne disait que quelque chose n'allait pas, même si on sait qu'il n'était pas en très grande forme. Mais je prends cela très au sérieux. C'est une fausse information, c'est complètement faux. Il faut dire que les rumeurs sur l'état de santé du président vont bon train depuis plusieurs semaines. Mi-juillet, Donald Trump est apparu avec d'importants bleus sur les mains. Ni une ni deux, les docteurs en herbe du net ont fait un diagnostic poussé en annonçant sa mort prochaine au prétexte qu'il présentait les mêmes hématomes que la reine Elisabeth II quelques jours avant son décès. La Maison-Blanche avait alors déjà démenti. Des photos récentes du président montrent des petits bleus sur le dos de sa main. C'est dû à une irritation à cause de poignées de main fréquentes et à l'utilisation d'aspirine administrée dans le cadre d'un traitement préventif cardiovasculaire. Le président reste en excellente santé. À 78 ans, Donald Trump est devenu la personne la plus âgée à être élue à la Maison-Blanche, ce qui ne l'avait pas empêché d'attaquer Joe Biden sur son état de santé durant la campagne. L'exécutif américain a également révélé que Donald Trump souffrait d'insuffisance veineuse chronique, affection répandue et bénigne. Burkina Faso lutte contre l'homosexualité dans un tournant législatif inédit. Les autorités de transition viennent d'adopter une loi criminalisant l'homosexualité, prévoyant jusqu'à 5 ans de prison pour les auteurs de telles pratiques. Une décision qui suscite à la fois des applaudissements fervents et de vives inquiétudes relevant la fracture d'une société partagée entre conservatisme assumé et pression internationale. Retrouvons Mama Camara. Ce n'est pas une surprise. Depuis 2024, le ministre de la Justice, Edaso Rodrigue Bayala, avait annoncé la couleur. Une loi allait interdire l'homosexualité. C'est désormais officiel. Le texte a été adopté lundi par les 71 membres de l'Assemblée législative de transition mise en place après le coup d'État de 2022. Déjà l'an dernier, le Conseil supérieur de la communication avait interdit les chaînes jugées promotrices de l'homosexualité. La nouvelle loi prévoit de 2 à 5 ans de prison avec des amendes et l'expulsion pour les étrangers condamnés. Elle s'inscrit dans un code de la famille entièrement revu. Ce code fixe aussi l'âge du mariage à 18 ans pour les filles comme pour les garçons, contre 20 ans auparavant avec une possible dérogation à 16 ans. Mais des ONG avec qui nous avons échangé s'alarment. Elle rappelle qu'au Burkina Faso, beaucoup de filles sont encore mariées, très jeunes, parfois dès 11 ans ou 12 ans. Ces mariages précoces les privent d'école et les enferment très tôt dans des tâches domestiques. Avec cette réforme, le Burkina Faso rejoint une trentaine de pays africains qui pénalisent l'homosexualité. Le Mali voisin avait déjà voté une loi similaire en novembre 2024. Soutien au développement local, une centaine de bénéficiaires ont reçu équipements et matériel pour la mise en œuvre des villages pionniers et petits regroupements économiques dans la région de l'Est Cameroun. La cérémonie qui s'est tenue à Bertoua sous le regard du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, a également été l'occasion pour lui de dédicacer son livre Paul Biya et la jeunesse camerounaise hier, aujourd'hui et demain. Reportage. Désormais érigé en référence, le livre Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain de Mounouna Futsu, est dédicacé. Un condensé d'écrits et d'images qui illustre le concret des actions du chef de l'État Paul Biya en faveur de la jeunesse. À qui on veut faire croire que le président Paul Biya n'a rien fait. L'ouvrage du ministre Mounouna Futsu vient donc administrer un cinglant démenti à tout cela. Dans cet ouvrage, il y a des faits palpable que tout le monde peut vérifier. Des opportunités en qualité et en quantité. Formation, emploi et accompagnement entrepreneurial. Tout y est. Des informations malheureusement peu ou mal connues de la jeunesse du soleil levant. La caravane des projets et d'opportunités du gouvernement en faveur des jeunes qui a séjourné à Bertoua a permis une mise à jour des consciences afin de mieux en profiter. Je crois pouvoir dire que cet ouvrage est un hymne à la gloire du président Paul Biya pour ses réalisations en faveur des jeunes. Merci à mon collègue, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui nous apporte ainsi un coup de pouce très important dans le cadre
de la préparation de la campagne électorale. En preuve de continuité de ces actions du président Paul Biya, 111 nouveaux jeunes intègrent la liste des bénéficiaires du plan triennal spécial jeunes ou de la dotation, plus de 187 millions de francs CFA. Un pulvérisateur à moteur, un séchoir et un sémoir. Sincère remerciement au chef de l'État. C'est 111 projets de jeunes de la région de l'Est à travers 17 villages pionniers et clusters de production qui ont été financés, ce qui porte à plus d'1,3 milliard de financement pour cette région. Bien avant, Mounouna Foutsou et sa suite ont visité le chantier presque bouclé du centre régional de réamorce pour la région de l'Est qui se veut opérationnel dans les prochains jours. Ça fait partie aussi de l'actualité, la rentrée scolaire. Après 2 mois de vacances riches en retrouvailles familiales, en voyage et en temps de divertissement, les élèves s'apprêtent à retrouver le chemin de classe dès lundi prochain. Entre nostalgie des moments passés et préparation d'un nouveau chapitre, notre reporter Christelle Komokoni est allée à la rencontre de ces vacanciers qui regagnent peu à peu ville et campagne. Un retour des vacances. Quand les valises se referment, les souvenirs se comptent. Les clichés encore neufs des aventures s'impriment dans les esprits comme des empreintes indélébiles. Chez les Béal, à chaque moment est jalousement conservé comme une pièce de puzzle dans le grand tableau des origines. C'est vrai qu'on n'a pas fait trop de sorties, mais on s'est quand même baladé. J'ai rencontré d'autres cousins que je n'avais pas vus depuis longtemps. On faisait aussi des sorties pour aller chez nos tantes et nos oncles. C'était vraiment bien. Des instants simples mais précieux qui épaississent les albums photos. Ces plus beaux souvenirs, Warren les accueillit bien au-delà des frontières nationales. En terre étrangère, là où chaque découverte sonnait comme un rite d'initiation. Je suis partie au Congo. J'ai mangé l'éléphant. Et en mangeant cet éléphant, j'ai beaucoup aimé. Après, je suis partie à Mintom et je me lavais dans une rivière avec mes frères. Et pour ceux qui n'ont pas quitté le cocon familial, les vacances ont gravé leur marque dans la chaleur des liens renforcés. J'ai passé du temps avec ma tante et mon oncle. Nous sommes sortis, on a mangé, on a fait les photos. Ce qui a rendu mes vacances agréables. À l'heure où les cours s'apprêtent à reprendre, chaque vacancier cachera dans son cartable un récit taillé, prêt à émerveiller la rentrée et impressionner les copains de classe. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur CamNews 24 et vous suivez le journal de 20h. Parlons à présent sport et loisirs. La grande finale du Gouna Challenge Football 2021 a tenu toutes ses promesses à Lagdo. Entre ferveur sportive, triomphe du Royal FC et élan de solidarité envers les enfants démunis, ce rendez-vous a marqué d'une pierre blanche l'histoire du football et de la fraternité à Gouna. Christian Woré et Bakanana. Dans l'arrondissement de Lagdo, le souffle passionné du Ballon d'Or a trouvé son apogée ce dimanche 31 août 2025 au stade municipal à l'occasion de la grande finale du Gouna Challenge Football 2025 initié par Kagombe Joël, le promoteur. Un rendez-vous d'exception placé sous l'œil vigilant et solennel de l'honorable Abiassou Ernest, troisième adjoint au maire de la commune de Lagdo, ainsi que du représentant de Sa Majesté, le Lamido de Gouna. Après 2 mois de suspense, de ferveur et de rivalités sportives enivrantes, le carré d'AS s'est réduit à 2 formations de prestige, Sahel FC et Royal FC. Un duel d'anthologie, une confrontation où chaque ballon disputé sonnait comme une clameur et chaque offensive résonnait comme un acte héroïque. Au terme d'un match incandescent, le destin s'est écrit en lettres d'or pour Force Royal FC qui s'est imposé sous la plus courte des marges, 1-0 face à une vaillante équipe de Sahel FC. Un triomphe historique qui hisse la coupe du Gouna Challenge 2025 dans les vitrines du Royal, désormais auréolé de gloire. Au-delà de l'éclat sportif, cette fête populaire a embrassé la dimension sociale et éducative. Dans un geste empreint d'humanité, des fournitures scolaires,
cahiers et stylos et autres outils pédagogiques ont été offerts aux enfants issus des familles vulnérables, scellant ainsi l'alliance entre sport, solidarité et avenir. Sous un décor paré de liesse, le public venu nombreux a transformé l'événement en une célébration mémorable, gravant cette première historique de football à Gouna dans les annales. Les chants, les danses et les prestations artistiques ont marqué la clôture de cette parenthèse sportive et éducative avant que les jeunes ne retrouvent dès le lundi 8 septembre 2025 le chemin de l'école. Une finale éclatante, un souffle de fraternité et surtout la confirmation que le football demeure à Gouna plus qu'un jeu, une véritable école de vie. Le saviez-vous, la différence entre parler derrière le dos de quelqu'un et parler à son oreille, c'est un peu comme confondre le sel et le sucre. L'un peut gâcher la relation, l'autre la rend plus douce. Alors, avant de critiquer, prenez le temps de dire ce que vous avez à dire, mais face à la personne, pas derrière son dos. C'est sur ce précieux conseil que nous scellons la clôture de cette édition spéciale du journal 20h sur Camnews 24 et ITFM, émettant depuis Garoua. Mesdames, Messieurs, bonsoir.